Écoutez, je voulais vous remercier de nous rejoindre pour cette quatrième édition de notre table ronde sur les technologies et l'aide au développement, avec un focus particulier sur l'Afrique, puisque l'association que j'ai le plaisir de présider, SOS Sahel, est essentiellement axée sur des projets de développement sur cette zone sahélienne, qui, au-delà des tourments de la désertification, est confrontée aussi au problème de quasi-guerre civile. Rentrez, je vous en prie, rentrez. De guerre civile, terrorisme et une situation humanitaire extrêmement complexe. Donc ici, on va voir avec nos panélistes un peu comment est-ce qu'à travers les technologies, on peut envisager de nouveaux moyens de développement, sachant que par ailleurs, SOS Sahel est engagé dans des projets, je dirais, traditionnels en matière de lutte contre la désertification, construction d'écoles. Nous avons avant-hier inauguré virtuellement une école au Mali que nous avons construite et qui pourra accueillir dans une zone défavorisée 150 à 200 enfants qui, au jour d'aujourd'hui, doivent parcourir entre 5 et 10 km à pied pour se rendre à l'école la plus proche. Donc évidemment, avec la construction de cette école dans leur propre village, on peut globalement dire que ça va leur changer la vie. Donc ce sont des projets qui sont tout à fait concrets, dont vous pouvez suivre l'évolution et la planification sur notre site, sossahel.lu, où nous essayons de partager le plus d'informations possible et de tenir au courant les donateurs des projets que nous entreprenons. Tout cela, évidemment, avec la grande aide inestimable du gouvernement du Luxembourg. Et je voudrais dire des gouvernements de Luxembourg, parce que même si nous sommes à la veille d'élections importantes, j'ai le plaisir de constater que je crois que c'est mon troisième ministre de la coopération et du développement. Et il y a une chose qui ne change pas à Luxembourg, et ça c'est bien que ça ne change pas, c'est la volonté gouvernementale d'aider au développement et de subventionner des projets qui tiennent la route. Donc ça, je m'en félicite et c'est quelque chose de très important. Alors pour illustrer mon propos et avant de laisser la place à nos débatteurs, je voudrais vous faire visionner un petit film, ça dure 3 minutes. C'est un petit film que nous avons tourné au Burkina et qui illustre un peu la vie au quotidien dans un village burkinabé. Je crois que c'est extrêmement instructif. Vous avez normalement reçu aussi une petite brochure qui est en fait l'illustration d'une exposition que nous tenons à disposition. Nous l'avons déjà installée dans plusieurs établissements bancaires, plusieurs entreprises ici à Luxembourg, et qui illustre aussi la vie au quotidien et les problématiques de la vie sahélienne, et qui est... alors on essaie d'être à la pointe de la technologie et d'avoir des QR codes qui... C'est moi qui sonne? C'est pas moi. C'est bon. Allez, il faut dire qu'on est... Alors oui, j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que vous êtes filmé et vous êtes écouté aussi, parce que à travers cette petite caméra, nous sommes en relation avec le Mali et le Burkina. Nous sommes en relation avec le Mali et le Burkina, qui tiennent aussi la même conférence et qui auront donc l'occasion d'intervenir à travers Facebook pour éventuellement poser des questions aux orateurs. Voilà, alors je vais essayer de lancer le film. Dans mon village à Koulenieré, la récolte des oignons a commencé. Toutes les femmes sont là.
Je m'appelle Blandine Ouedraogo, je vais avoir 6 ans et j'ai la chance de vous montrer où je vis au Burkina Faso. Ma maman s'appelle Rasmata et mon papa Paul. C'est un agriculteur. Il cultive un champ à côté du village. Cette année, la récolte a été bonne. Notre grenier est plein. Chaque matin, c'est mon papa qui va donner le mil pour le repas à ma maman. Aujourd'hui, tout le village est au champ. La place est vide, c'est le soir-soir. Chaque famille aide l'autre pour sa récolte. C'est comme ça chez nous. Tous, on travaille ensemble. C'est sur la place du village que nous avons un mortier familial. Maintenant, je suis assez grande pour aider à piler le mil. Le pilon est encore un peu lourd, mais j'y arrive. Il faut juste que je ne tombe pas de la petite pierre sur laquelle je suis montée. Je suis la grande. J'ai un petit frère qui s'appelle Edmond. Il a 3 ans. Il joue quand on fait la cuisine. Avec maman, on prépare le repas pour ma grand-mère. Elle ne vit pas avec nous. Je lui amène chaque jour. Aujourd'hui, Nassara a demandé combien ça coûte. Maman a dit 75 francs CFA. Tout doit être toujours propre dans la cuisine. L'eau est précieuse, les grains aussi, on n'en perd aucun. Je n'ai pas encore le droit d'allumer le feu sous la casserole pour cuire. Mais moi, je n'aime pas la bouillie de tous les jours. Je préfère le riz quand c'est la fête. Souvent, je vais jouer avec mes amis dans la cour de l'école. Bientôt, je pourrai rentrer dans la classe avec eux à la prochaine rentrée. Je suis contente parce que quand je serai grande, je serai maîtresse. Ma grand-mère me dit souvent, « Vie maya bang on viemde. » Moi, je vais vous amener sur mon chemin. Voilà, c'est un petit film que nous diffusons aussi dans les écoles et qui sert de base à des discussions avec les écoliers luxembourgeois et d'échanges. Et c'est donc si vous avez des entreprises ou des lieux où vous pensez qu'on puisse mettre notre exposition, ce sera avec grand plaisir qu'on viendra l'installer. Voilà, sans plus tarder, je voudrais céder le micro à Benoît App, qui nous fait l'amitié d'animer ce débat et qui présentera donc nos 3 intervenants de ce soir. Messieurs. Christian, je peux couper ici? Je touche à rien ici. Est-ce qu'il manque un peu? Bonjour tout le monde. Je ne vais pas parler trop fort de toute façon. Tout d'abord, les gens vont se présenter, chacun disant ce qu'ils font. Je vais vous donner un peu un débriefing de ce qui va se passer. Dans un premier temps, on va dire, voilà, moi je fais ça dans mon organisation et qu'est-ce qu'on fait nous, c'est comme ça que ça se passe. La deuxième chose qui va se faire, c'est mon ami Francisco va parler de la SES et puis de ce qu'ils font réellement en projet concret au Burkina Faso. Ensuite, ça c'est une vue qui est une vue de terrain, une vue micro, comme on pourrait dire. Puis en fait, il y a Bertrand Mfouma qui va parler, il revient de mission économique pour le Grand-Duché de Luxembourg. Donc lui, il va parler d'une vue macro et de ce qu'il y a moyen et pas moyen de faire. Ensuite, il y aura l'aspect
futur et recherche, notre ami chercheur Tekande va en parler. À la suite de ça, Michel va reprendre le lead pour demander quelles sont les questions dans la salle, et en fonction des questions, l'un ou l'autre répondra. Ok ? Dans les salles. Dans les salles, oui. Mais on ne les a pas vus. Ils ont le mauvais œil, peut-être, attention. Bon. Donc, on va commencer tout de suite à se présenter. On peut commencer par ma droite. Vas-y. Ok. Tegawende Bissiandé, donc je viens de ce pays-là, du Burkina Faso. Donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Luxembourg et aussi à l'Université de Ouagadougou. Donc je fais la recherche ici et l'enseignement là-bas, voilà, en informatique, plus précisément en sécurité informatique en fait. Bonsoir à tous. Francisco Abanas, chef de projet chez SOS Networks dans le département Governmental Institutions. Et aujourd'hui, je travaille sur un projet au Burkina Faso. Bonsoir, Bertrand Moumfouma, je suis avocat, je suis également vice-président et cofondateur de Lux Africa, qui est une association qui essaie de créer des ponts d'un point de vue transaction, d'un point de vue relation d'affaires entre le continent, les différents pays du continent africain et le Luxembourg. Et je travaille également dans le groupe de travail basé sur tout ce qui est autour du numérique et de l'ICT pour l'Afrique, dans le groupe Lux Africa. Voilà. Je m'appelle Benoît App, je suis médecin-ingénieur. J'ai travaillé pour Médecins sans frontières quand j'étais petit. Et maintenant, on a fondé en 2005 une association qui s'appelle Technologie sans frontières pour fournir, en amont de ce qui est essentiellement l'éducation et la médecine, en amont il y a de la technologie, en amont de ça, de l'énergie. Sans énergie, on ne fait pas grand-chose. Donc, c'est bien d'avoir un cerveau bien plein, mais moi, ces mains là servent essentiellement à placer des panneaux solaires partout en Afrique, pour leur redonner l'autonomie. Voilà. Maintenant, je laisse la parole pour le projet de SES au Burkina Faso. D'accord. Merci beaucoup. Alors, les projets au Burkina Faso. Avant de démarrer avec les projets, et ce soir, il y avait 3 questions. Alors, on va d'abord aborder ces questions. La première question était sur les forces pour accroître la connectivité au profit de tous. Et comment les secteurs publics et privés peuvent se coordonner. Alors, d'abord, ça qu'on a expérimenté, pas maintenant quand le projet se passe, sinon avant la signature du projet. Un des premiers soucis qu'on a trouvé, c'était la disponibilité d'un cadre bien défini et fait public, et combien on doit payer à niveau d'impôts sur les contrats, les frais de douane et les licences télécom, etc. Alors ça, c'était des premiers défis avant de démarrer les projets. Avoir un cadre bien défini, bien sûr, permettra aux sociétés privées d'investir encore plus que ce qu'ils font aujourd'hui dans la région. Dans le cas de SOS, par exemple, aujourd'hui, nous avons 26 satellites sur la région. Ça fait que 40% de notre flotte est dédiée à l'Afrique, à desservir l'Afrique. Et il y a des investissements à venir en 2019, encore 4 satellites. Et à partir de 2021, on va amener une constellation très puissante qui va amener des terabits dans la région. Et un deuxième point de force entre le public et le privé, c'est des modèles de coopération comme on a dans ces projets-là, où le gouvernement luxembourgeois, en moyen de la coopération luxembourgeoise, a décidé d'investir au Burkina Faso sur la demande du gouvernement burkinabé qui voulait se faire élargir et renforcer le réseau administratif qu'il s'appelle le RESINA. Alors, aujourd'hui, nous avons amené une solution pour élargir et renforcer ça que le Burkina a. Alors, c'est une solution qui coexiste avec l'existant et qui aussi il est interopérable avec les équipements que le gouvernement burkinabé a. Et de quoi s'agit? Bon, c'est un réseau, et bien sûr, nous sommes dans le domaine du satellite, alors la partie backhaul se fait par satellite et la bande passante est distribuée ailleurs où la fibre du gouvernement n'arrive pas.
est distribué à moyen des pylônes et des stations de base wireless qui sont sur les pylônes. Qui profite de ça? Et, bon, l'idée, c'est d'amener la connectivité aux appuis qui sont retenus par le gouvernement luxembourgeois, aux bâtiments, notamment de la transfusion sanguine, de la formation nationale et de l'alphabétisation, de la formation professionnelle et le ministère des Finances. Et oui, alors dans ces bâtiments des appuis, ils seront capables d'accéder les applications métiers, soit l'intranet de l'administration et aussi l'Internet, comme il s'était, on va dire, à la capitale à Ouagadougou, avec une qualité similaire. En discutant avec Benoît avant, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est tout très joli quand on parle comme ça, mais la réalité sur le terrain, c'est un peu différent, non? Et un des problèmes les plus connus, et que par exemple ici au Luxembourg, on ne va pas jamais réfléchir sur ça, c'est la disponibilité d'électricité. Alors, la réalité, c'est que quand on va connecter les équipements, il n'y a pas un réseau électrique fiable, ou même il n'y a pas un réseau de terre. Alors, bon, ça complique les choses parce que ce sont des imprévus, on va dire. Et un autre souci qu'on trouve malheureusement ces jours-là, c'est la question sécuritaire, parce qu'on doit aller déployer en province. Et bien sûr, aujourd'hui, le Burkina Faso, bon, il y a des zones rouges où, spécialement les Occidentaux, nous sommes censés d'y aller. Hein. Et bon, alors, la stabilité et la sécurité, c'est aussi un aspect à ne pas négliger quand on fait un projet dans la région. Et bon, et à niveau de comment on peut aider les gouvernements à avoir une solution pérenne et soutenable. Et ça qu'on a décidé avec les bénéficiaires du réseau, que c'est le gouvernement burkinabé en moyen de son agence nationale de promotion des TIC, connue comme AMPTIC, c'est de fournir une formation intensive à niveau théorique, à niveau pratique, aux techniciens de l'AMPTIC. Leur SOS livre et opère la partie satellite qui fait la bande passante, les backhauls, et en tant qu'un service managé, mais après il y a l'AMPTIC qui s'occupe de ça que c'est tous les pylônes, de ça que c'est tous les réseaux de distribution, réseaux d'accès et les réseaux câblés à l'intérieur des bâtiments des appuis. Alors c'est un peu un modèle qu'on a discuté, agréé avec l'AMPTIC pour faire que pour diminuer d'abord les coûts, les frais récurrents et aussi pour faire un transfert de compétences. Et en mai 2018, en effet, le projet a démarré en mai 2017. En mai 2018, une année plus tard, le gouvernement du Burkina Faso a signé un accord commercial pour la suite de la bande passante. C'est un accord pluriannuel qui va les amener la bande passante et ils vont continuer avec la bande passante du satellite pendant quelques années. Et un autre point, avant de finir, que je voudrais souligner, c'est qu'il faut appuyer les pays dans des modèles économiques qui les permettent d'avoir on va dire, un budget OPEX. Ils sont très forts normalement à attirer pour la partie CAPEX, mais après, quand il faut payer des frais récurrents pour l'OPEX, c'est quand les problèmes arrivent. C'est normal, c'est la façon de travailler des gouvernements avec des budgets annuels. Par contre, la partie privée, on travaille avec des budgets à plusieurs années. Alors, bon, des modèles économiques qui permettent au gouvernement, au secteur public d'avoir un budget OPEX, ça sera aussi intéressant. Et bon, il y avait des autres questions, je ne sais si on peut aller dessus, on les discute après. Oui, on peut y aller. Et
Alors, bon, et la deuxième question était comment l'Afrique peut parvenir à se doter des compétences nécessaires pour réussir dans le monde digital. Et un des soucis les plus connus, c'est le manque d'enseignants qualifiés. Alors bon, ici on pense que faire des projets de formation en ligne, notamment mettre en contact des enseignants en Afrique avec des institutions, des centres d'excellence et en Europe, par exemple, des centres qui offrent des cours du soir, des universités qui font des cours à distance, etc., et pourra renforcer les capacités des formateurs en Afrique. Alors c'est un peu la formation des formateurs. Et un autre point de comment ils peuvent se doter d'un réseau des outils pas très onéreux qui les permet d'avoir des solutions soutenables, abordables, c'est en utilisant bien sûr des outils open source. Ils s'utilisent beaucoup, on sait, mais il faut continuer pour réduire les coûts de licence notamment. Et finalement, la troisième question était comment les outils numériques peuvent-ils servir pour atteindre plus rapidement les objectifs de développement durable. Alors ici, j'ai lu récemment un article qui dit qu'en 2020, dans 20 années, il y aura 10 fois plus de villes avec plus de 10 millions d'habitants. Et alors, bon, les satellites, c'est un bon moyen comme on peut desservir les zones rurales et les zones reculées en général. C'est un bon moyen pour éviter l'exodus rural vers les villes. Parce que les gens qui sont dans des zones rurales peuvent profiter des services en ligne, les télésanté, la formation en ligne, même l'éducation, etc., comme s'ils étaient à la capitale. Comme ça, ils ne se déplacent pas. Et ça peut aider aussi à retenir les personnels doués, par exemple les enseignants, les médecins, etc., aussi en province. Et oui, et la connectivité en général peut aussi, dans les zones reculées, amener la création de petites sociétés, de petits entrepreneurs. Et un exemple très basique, c'est les réseaux de microfinance, type Western Union, des petites branches, pas Western Union, mais il y a aussi des sociétés locales qui font les microfinances. Oui. Alors, bon, ça peut aider aussi à mener un peu d'emploi et des initiatives privées en Provence. Bon, ben merci. Maintenant, on a vu qu'est-ce qu'un blanc qui va se paumer en Afrique en venant de la SS peut remonter comme information et se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de problèmes. Donc maintenant, on va voir une vue macro par notre ami Bertrand ici, qui revient de mission économique. Donc, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, effectivement, on a eu la chance en fait de pouvoir participer à non pas à 2 mais à 3 missions économiques, puisque via la Chambre de commerce, 3 missions économiques ont été organisées depuis le début de l'année, notamment en Afrique subsaharienne. On a commencé par le Sénégal, en allant notamment à Dakar. Alors, ce sont des missions économiques, on n'a pas visité tout le pays, on n'a pas visité les façons, on n'a pas vu tous les problèmes, on n'a pas été identifié. Par contre, on a vu les écosystèmes qui étaient très intéressants, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Ghana. Et ne fût-ce que pour confirmer le sous-titre de la conférence de ce soir, à savoir si la révolution numérique est en marche, la réponse, c'est oui. Clairement, c'est oui. Et au risque de paraître un peu brutal, même si je suis bien conscient, et je ne suis pas le seul, que tout n'est pas merveilleux en Afrique, que tout est en devenir, les choses avancent particulièrement vite. Les progrès brutaux qui sont faits sont passés notamment par le numérique. On ne reviendra pas sur le mobile payment. Tout le monde sait maintenant, en tout cas je l'espère, que cela existe et que ça génère beaucoup de transactions, mais aussi un grand nombre de services autour, puisqu'aujourd'hui vous avez des missions, différentes missions économiques également qui sont organisées via les Pays-Bas, via l'Allemagne, via la Suisse, pour identifier tous les services qu'on peut faire autour du mobile,
en Afrique, les services d'assurance, par exemple, ou de micro-assurance, pour essayer de capter la population locale. Mais la réponse, un message fort qui nous a été donné, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, je ne parle même pas du Ghana, notamment concernant le domaine du numérique ou du digital, comme on dit aujourd'hui, c'est que on ne nous attend pas, entre guillemets, pour donner de l'argent. Le message était un peu brutal. Quand on a été notamment au Ghana, on a eu la chance de voir des incubateurs avec un certain nombre de scientifiques qui étaient sur place, mais c'était pareil à Dakar, c'était pareil à Abidjan. Là, on parle que de 3 pays, hein, mais on entend souvent ce message-là. On ne vous attend pas pour de l'argent, c'est pas la question. Aujourd'hui, ce qu'il faut, et c'était l'approche également de ces différentes missions, c'est la collaboration. C'est une vraie collaboration. Dans le sens, c'est nous développons des produits, vous en développez peut-être qu'on peut améliorer les vôtres, peut-être que vous pouvez améliorer les nôtres. On cherche des relations vraiment gagnant-gagnant, sachant que je vous parle du numérique, mais il y a d'autres innovations qui sont derrière. On parle beaucoup du mobile payment parce que c'est un petit peu occulté tout ce qui arrive derrière. On pourrait parler du domaine médical via les différents services qui ont été développés via les tablettes notamment. Je pourrais parler de Kelasi notamment en Côte d'Ivoire pour tout ce qui est service éducatif. Ça avance très très vite. Alors la question c'est comment être efficace sur place. C'est certainement en fait développer des partenariats non peut-être pas d'État à État, mais peut-être d'entreprise à entreprise, et peut-être même de trouver un système pour faciliter ces relations. Alors l'idée c'est qu'on est pour ne pas être naïf, la question des collaborations, la question des partnerships win-win, la question c'est pouvoir avoir un gain, un profit par la suite. C'est clairement l'idée de tout le monde, très bien, mais ça veut dire aussi qu'on ait un cadre juridique derrière qui facilite cela, notamment, alors ça va peut-être fâcher certains, mais notamment du côté fiscal aussi. S'il y a des fonds d'investissement aujourd'hui qui vont investir là-bas, indépendamment des problèmes de KYC, d'AML, etc., il y aura des réflexes à avoir. Il faut pouvoir faciliter ces relations-là. Il faut qu'on fixe un cadre, il faut que... alors, du coup, je remonte au niveau des États, ne fût-ce que sur le point de vue fiscal, il faut augmenter les double tax treaties, les traités de non-double imposition. Ce sont des points à régler, mais le Luxembourg a fait énormément de progrès là-dessus. Je pense que l'approche du Luxembourg là-dessus est plutôt bonne, et elle a été plutôt bien accueillie. Les différentes entreprises qui sont parties sur place, et pour les 3 missions économiques, ne sont pas parties en disant « on vous apporte la lumière », pas du tout. Elles sont venues vraiment en disant « voilà, on veut collaborer, comment peut-on travailler ensemble ?» Et cette approche-là a été vraiment très bien accueillie. Je pense que là-dessus, il faut vraiment travailler en ce sens-là pour travailler, alors je dirais pas au développement, mais à la collaboration, sachant que tous ces pays-là, tous les pays africains n'avancent pas forcément au même rythme notamment sur le digital, sur le numérique. Certains avancent très très vite, sont déjà vraiment en avance, en utilisant même des technologies qu'on n'utilise pas ici, puisqu'ils utilisent très souvent les technologies disruptives. Donc on fait des sauts, clairement, pour pallier en fait au manque de certaines infrastructures. Si je devais prendre un exemple, pour sortir de l'exemple du mobile payment, en matière de blockchain, aujourd'hui à Luxembourg, on entend parler tous les jours. C'est moins qu'on puisse dire, on essaie d'en pouvoir tirer les avantages de la manière la plus efficiente qui soit, et on n'en connaît pas encore le potentiel. Le potentiel est très très prometteur, mais on se cherche encore un peu. Et on est très prudent dans l'utilisation de cette technologie. En Afrique, c'est un petit peu différent pour certains pays. Notamment, par exemple, on sait que la blockchain est utilisée aujourd'hui pour assurer la traçabilité cadastrale. Les pays qui ne nous ont pas attendus pour pouvoir l'utiliser. On cherche également à savoir si on peut l'utiliser pour les questions de e-government, pour des questions d'identification. On n'est pas encore là, en Occident de manière générale. Là-bas, on est déjà passé de ce côté-là. Cette question de collaboration, elle est bonne autant pour les entreprises pour développer, et je vais être un petit peu cynique et prosaïque, du business de manière générale, des relations d'affaires, de manière à impacter de manière efficace la vie en local des personnes qui y vivent, des citoyens africains sur place, qui peuvent avoir un salaire, travailler dans des usines, dans des entreprises, etc. Puisque de toute manière,
sur ce côté-là, même si, une fois de plus, on ne va pas prendre un discours naïf, les choses avancent. Mais ça veut dire aussi que qui dit entreprise dit aussi formation. Aujourd'hui, il y a un phénomène, alors pour le coup, je peux en témoigner, c'est qu'il y a, alors, c'est pas un phénomène général, mais c'est très sensible, il y a beaucoup d'Africains de la 2e ou 3e génération qui rentrent pour faire des choses, pour entreprendre. Tout n'est pas simple, hein. Tout est loin d'être simple, il faut clairement le mentionner. C'est ce retour, pour certains, c'est même pas un retour, c'est carrément une venue d'ailleurs. Pour certains, ça se prépare, etc. Mais pour preuve que ce que je dis est vrai sur ce plan-là, regardez le nombre de boîtes de RH, de chasseurs de tête, de chasseurs de talents africains qui se sont formés en Afrique, qu'elle soit dite anglophone ou francophone, qui cherchent à identifier des talents pour développer des choses là-bas, pas nécessairement d'ailleurs pour des entreprises qui ne seraient que des filiales d'entreprises occidentales. Mais ça n'occulte pas quand même qu'il faut continuer à faciliter la formation en local, indépendamment du fait qu'il y a beaucoup d'Africains, notamment dans le domaine du numérique, qui sont très très bien formés, qui ont été formés pour beaucoup de manière générale en Occident, mais il y a des pays, notamment en Afrique, je pense notamment au Ghana, où qui effectivement qui ont de très très bonnes écoles sur le digital, d'accord, et qui attirent aujourd'hui beaucoup d'Africains. C'est-à-dire que le mouvement ne va pas être forcément de partir d'Afrique pour aller en Occident et revenir, mais peut-être de partir dans certains pays d'Afrique pour étudier dans ces écoles-là. Une fois de plus, le phénomène commence, il est sensible, il n'est pas totalement général. Ce qui veut dire qu'il faut accentuer sur la formation. Il y a aujourd'hui un certain nombre, alors c'est plus des véhicules d'investissement plus anglo-saxons, entre guillemets, qu'autre chose, qui investissent là-dessus, qui cherchent à investir notamment dans les systèmes d'écoles privées, selon des standards, des normes plus occidentales, occidentales en tout cas, mais destinées aux Africains pour créer des partenaires sur place. C'est peut-être là-dessus aussi qu'il faut continuer, à mon sens, à travailler. Mais aussi faciliter, voir dans quelle mesure les entreprises qui aujourd'hui veulent travailler en Afrique, ça se développe, ça va très vite, mais clairement pour beaucoup, les gens vont investir, faire des choses et rester ici et télécommander le travail, les investissements, les entreprises qu'on développe sur place. Il faut des gens sur place. Pour avoir des gens sur place, il faut avoir des agents sur place. Si ces agents doivent être formés, pas de problème. Alors oui, on va d'abord appeler les talents africains déjà préformés ailleurs, peut-être, mais il faut peut-être faciliter également la formation en interne. Alors, à savoir si les outils numériques vont participer au développement durable, en tout cas vont contribuer à un développement durable en Afrique, je pense que la réponse est évidente. En tout cas, on ne voit pas de point négatif aujourd'hui au développement du digital en Afrique. Bien au contraire, ça génère de la croissance. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais tous les rapports sont unanimes, et ce ne sont que des rapports, ce ne sont que des statistiques, ça ne donne pas à manger aux gens, c'est clair et net. Cependant, de toute manière, le continent va porter la croissance pour les 30 prochaines années. Ça sera certainement de manière inégale. Est-ce que ça va être brutal ou pas? Seul l'avenir peut le dire. Mais dans tous les cas, la possibilité de créer des entreprises, de créer quelque chose de nouveau, de créer de nouveaux services, c'est là-bas. Et ce qu'on fait en tout cas, notamment au sein de Lux Africa, c'est de convaincre les autorités d'accompagner ce mouvement-là. En disant voilà, il y a beaucoup d'entreprises ici à Luxembourg dans différents domaines qui ont retrouvé des marchés sur place. On n'est pas parti tout seul aux missions économiques. Il y avait pas mal d'entreprises luxembourgeoises qui, ça dit en passant, sont revenues le sourire aux lèvres de leur voyage, puisqu'ils ont trouvé quand même des promesses, indépendamment du soleil, des promesses de partenariat assez intéressants. Le fait de contribuer à cette montée de la croissance, le fait de pouvoir contribuer à la création d'entreprises en local, qui dit création d'entreprise dit offre d'emploi, qui dit emploi dit possibilité pour les personnes qui sont sur place de subvenir aux besoins de leur famille et de pousser leurs enfants à aller étudier, à aller à l'école et eux-mêmes par la suite à avoir un emploi. Le cercle est logique, je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte. Donc oui, toutes les économies qui se sont développées autour du digital vont y contribuer. Il faut aller sur place
pour voir. Il y a des entreprises qui ont vraiment développé énormément de services. Alors oui, on va revenir sur mobile payment, beaucoup de services, micro-assurance, éducation et d'autres services encore qui sont derrière, qui se développent. Alors oui, c'est clair que ça va contribuer au développement, à la croissance, certainement à la meilleure prospérité en tout cas des pays africains. Il faut voir maintenant dans quelle mesure on va contribuer. Et cette contribution-là, elle ne peut être qu'à mon sens, ça passe en tout cas par des relations entreprise à entreprise, de vraies collaborations. Il y a un produit commun et chacun y gagne. Voilà. Bon, et puisqu'on a parlé de collaboration et de formation, maintenant on va voir l'avis de quelqu'un qui est normalement bien formé, puisqu'il est chercheur ici, donc, et qui donc doit être très axé sur tout ce qui est formation et tout ce qui est collaboration, et comment est-ce qu'il voit ça de son point de vue de chercheur. Vas-y, Tekwande. Okay. Merci. Pour commencer, j'aimerais d'abord revenir sur justement le thème d'aujourd'hui. J'aime bien utiliser la métaphore. Lorsqu'on parle du numérique en Afrique, vous avez déjà tous expérimenté, n'est-ce pas, le fait d'avoir votre ordinateur qui bug, n'est-ce pas? Vous appelez quelqu'un, on vous demande tout simplement, est-ce que vous avez essayé d'éteindre ou de redémarrer? C'est un peu ce que le numérique a fait pour l'Afrique en fait. Il a tout simplement redémarré l'Afrique. En gros, c'est ça ce que le numérique a fait. C'est de redémarrer l'Afrique et pour repartir en fait à zéro. Mais, comme on le dit chez nous, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Il y a beaucoup de problèmes liés aussi au numérique. Donc, juste parce que Bertrand a beaucoup parlé de mobile payment, c'est une success story à l'africaine, mais à laquelle il faut regarder quand même avec un peu de réserve. Pas parce que c'est une success story dont tout le monde parle, mais parce que tout simplement, si vous regardez les statistiques, la banque kenyane, en fait, en 2015, a montré que 37% des transactions en mobile payment sont frauduleuses. 37%. Donc, c'est un gros problème, en fait, qu'on élude lorsqu'on parle du mobile payment en Afrique. Et donc, pourquoi j'en parle? C'est parce que c'est un problème de formation. Et c'est aussi un problème de monopole qui existe aujourd'hui en Afrique autour du mobile payment. Donc, c'est censé normalement nourrir l'innovation, donc ça nourrit la croissance, tout le monde en parle, mais en fait, ça bloque l'innovation de beaucoup d'étudiants en fait, qui ont du talent et qui aimeraient développer autre chose en mobile payment, mais qui ne veulent pas, tout simplement. Et donc, j'insiste sur le fait que la formation, c'est intéressant et c'est même très important parce que je pense que ça devrait être le premier véhicule en fait, de la coopération, d'aider les gens, pour aider les gens en fait, à s'auto-assumer, à se prendre en charge. Il faut juste les former. Et quand je parle de formation, je ne parle pas juste de la formation, donc alphabétiser les gens, non. Je pense que j'aurais même tendance, pour être provocateur, à dire qu'il faut commencer par le haut. Parce que je vous donne un exemple très, très banal qui est de ma vie personnelle. J'ai un de mes cousins qui a décidé l'année dernière de prendre le bateau, passer par la Libye pour venir en Europe. Il a décidé de le faire et j'ai essayé de lui dire mais pourquoi il fait ça? Il me dit mais moi je suis en Europe. Pourquoi je ne veux pas qu'il vienne en Europe? Okay? Donc ce que j'essaie de dire là, c'est que le fait que j'ai réussi en quelque sorte par l'école ne l'intéresse pas du tout. Ne l'intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont au pays et qui vont à l'école et qui avancent se tapent en fait un certain plafond de verre. Donc pour lui, pour qu'il sorte de ça, il faut qu'il vienne effectivement en Europe. Donc si on brise le plafond de verre en Afrique, en ce qui concerne la formation universitaire, alors il y aurait une bouffée d'air en fait. Une bouffée d'air et les gens qui sont en bas vont vouloir aller à l'école. Je pense c'est aussi simple que ça. C'est aider les gens qui sont en haut à pouvoir s'installer vraiment dans les entreprises ou à pouvoir entrer dans l'administration pour aider SES notamment lorsqu'ils viennent pour installer leur service, parce que je pense que c'est un problème sérieux lorsque une entreprise étrangère arrive dans un pays et veut en fait mettre en place des services, des infrastructures, c'est de trouver en face d'eux des gens avec qui on parle le même langage en fait. Okay. Qui respectent les calendriers. Qui respectent les... Bon, ok. Donc, ceci est très important de ce point de vue. Donc, par contre, je ne veux pas déjà lancer les polémiques, mais ça veut parler un peu de la formation en ligne et tout. C'est excellent, c'est très intéressant. Le problème, encore une fois, c'est que la formation en ligne, il faut le contenu.
Et il faut des gens formés pour créer le contenu. Donc on rentre dans un cercle en fait qui est un peu vicieux. Donc c'est là où c'est intéressant de parler de tous ceux qui ont étudié en Europe ou ont vécu en Europe et qui rentrent au pays. J'aimerais dire, il ne faut pas surtout rentrer au pays juste pour monter son entreprise, pour profiter de l'essor aujourd'hui de l'Afrique. Il faut rentrer au pays pour contribuer aussi en allant à l'université, en allant dans les écoles, participer à la formation, comme le font n'importe quel autre, j'allais dire blanc, qui vient en Afrique. Nous aussi, on devrait contribuer, on devrait participer à cette coopération, à cette aide-là. Et c'est un message que je pense que nous devons nous efforcer de véhiculer, tout simplement. Voilà. Merci. Bon, moi, je suppose que vous avez compris pourquoi je suis modérateur. C'est parce que je ne suis pas modéré, donc je vais surtout fermer ma grande bouche. S'il y a des questions, je vous dirai exactement ce que j'en pense quand même. Mais je pense que c'est mieux que Michel reprenne le micro. Et réveille-toi, Mich, réveille-toi. Et qui vous donne la parole à vous. Toutes les questions sont bonnes à prendre. Et les réponses seront évidemment très claires dans la mesure où on n'est pas nécessairement politiquement correct. D'ailleurs, le fait que le ministre soit absenté, c'est peut-être pas plus mal. Non, mais effectivement, merci. D'abord, merci à tous les intervenants pour avoir dressé ce tableau avec des points forts, des points faibles, plein de bonnes idées. Alors, moi, je vais ouvrir le feu par peut-être une première question, parce que en tant que président d'une association qui doit aider au développement d'un pays, enfin d'une zone qui a pour mission de porter des projets, j'ai bien entendu ce que tu as dit, Bertrand, sur l'université, les chercheurs. Mais moi, avant-hier, j'ai inauguré une école au fin fond du Mali pour 300 gosses. Ils sont très 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 loin de l'université, ceux-là. Donc comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que vous voyez? Et c'est une question très intéressée, parce que c'est pour alimenter la réflexion de tous mes amis de SOS, parce que c'est forcément des sujets qui nous intéressent. Quel est notre rôle à nous, en tant qu'ONG de développement, pour justement... Parce que briser le plafond de verre, ça veut dire aussi permettre à des centaines de gosses qui n'ont pas accès à l'université d'y aller. Bon, comment est-ce qu'on fait? Moi, je suis un peu basique dans mes raisonnements. Je mets un pied devant l'autre pour marcher. C'est-à-dire que comment est-ce que vous voyez notre rôle? Quelque part, je pense que tu as déjà répondu en fait à la question. Je vais parler très égoïstement de Lux Africa. Lorsqu'on a créé Lux Africa au départ, on s'est posé la question dans quelle direction va-t-on? Est-ce qu'on fait une autre association, peut-être même future ONG, pour se placer au niveau du développement, de l'accompagnement du développement, dans tout ce qu'il y a de bon dans le développement? Et on s'est dit que certaines associations faisaient ça beaucoup mieux que nous, de par leur expérience terrain, etc. Donc on a pris, je pars du début, Lux Africa est une association qui regroupe différents professionnels de la place, qui ne sont pas forcément africains, mais qui ont comme intérêt commun le développement des relations d'affaires en Afrique, avec l'idée derrière la tête d'impacter positivement la vie des Africains, en lequel c'est pas simplement une simple vue cynique de faire de l'argent en Afrique. On passe, puisque pour toucher un maximum d'entreprises, pour convaincre un maximum d'acteurs, il faut les convaincre aussi qu'il y a peut-être également un gain à la clé pour eux, dans le cadre de relations gagnant-gagnant. Donc, on sait aussi que cet impact peut avoir un impact, une incidence sur la question de la formation. Si je me place aujourd'hui du côté de SOSL, SOSL va poser, entre guillemets, la première pierre. Aujourd'hui, et c'est très très bien, et je vous en félicite, la question de construction d'une école, c'est très très bien. On permet à 300 gosses d'aller à l'école, c'est la première pierre. Et nous, on se place au next step. Il y a un moment même, on va se retrouver, puisque ces gamins-là, il va falloir briser le plafond de verre. Je parlais d'un autre plafond de verre aussi qui existe.
il faut accompagner ces gamins-là et ou à la fac, et parce que tout le monde n'ira pas à la fac, sur des formations professionnalisantes. Et c'est ça la question, puisque les entrepreneurs aujourd'hui ne sont pas nécessairement des personnes qui ont été, et même en Europe, même en Occident, ne sont pas nécessairement des personnes qui sortent de très très grandes écoles ou qui ont fait 10 ans de fac. Au contraire, par contre, il y a l'esprit entrepreneurial. Pour prouver mes propos, si on va pour la partie que je connais le mieux, notamment en Afrique francophone, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez Congo-Brazzaville, etc. Vous voyez le nombre, notamment de femmes entrepreneuses à leur niveau, indépendamment des difficultés qui existent en local, hein, évidemment. C'est-à-dire, voilà, je vends quelque chose, on va récolter, on va semer, on va récolter, on va vendre. C'est de l'entrepreneuriat. Je fais quelque chose, je produis, je construis, je vends. C'est de l'entrepreneuriat. Maintenant, la question aujourd'hui, c'est que le monde avance très vite. Il y a le côté digital, le côté numérique, on est dans l'innovation. Et le monde, ce n'est pas que l'innovation, il y a d'autres formes d'entreprise. Et ça va nécessiter de la formation. Il faut les accompagner à un moment. Il faut participer à cet accompagnement-là. Et après, une fois qu'ils seront formés, entre guillemets, les faciliter l'accès à l'entrepreneuriat pour ceux qui veulent entreprendre, ou à l'emploi pour ceux qui veulent travailler en tant que tel. On parlait de plafond de verre. C'est vrai que, on a dit tout à l'heure que les personnes qui retournent en Afrique, et c'est vrai, peut-être qu'il est dommage que ce soit nécessairement que des personnes qui ont été, entre guillemets, bien formées, d'accord, qui reviennent peut-être que d'autres aussi, qui n'ont pas forcément ces formations-là, seraient très très utiles. Maintenant, je n'occulte pas aussi le fait, et je ne l'oublie pas, il y a aujourd'hui des personnes malheureusement qui perdent la vie tous les jours en traversant la Méditerranée, en passant par la Libye. Je n'entrerai pas dans la polémique à ce niveau-là, mais c'est quand même contradictoire que ces deux mouvements existent. Effectivement, il y en a un qui est beaucoup plus important que l'autre. On peut pas l'occulter. Et il serait bon que les personnes qui n'ont pas forcément ces formations-là, mais qui ont des idées, puissent rentrer. On parlait de la formation à la fac. Il faut... Alors c'est moi qui est politiquement incorrect pour le coup. Il ne faut pas oublier non plus que ceux qui rentrent, qui sont bien formés, ils ont un doctorat, deux doctorats, des grandes écoles d'ingénieurs, et ça existe depuis la fin des indépendances. Quand ils rentrent en Afrique pour être dans les grandes écoles, il y a un plafond aussi qui existe. Je vais être un peu plus concret à tous ces niveaux-là. Très clairement, il y a deux choses. Il y a l'école de départ. Alors, la plupart des Européens, ce qu'ils ont fait, c'est faire des écoles. C'est-à-dire, on a mis une brique l'une sur l'autre, et au-dessus, on a mis un panneau « école ». Alors, est-ce qu'on veut éduquer les gens, les former, ou on veut construire des écoles? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on parle de l'université de l'autre côté. Ce qu'on a oublié, c'est qu'entre-temps, il a fallu à peu près 12 ans pour à peu près mal éduquer et mal former quelqu'un ici. Donc, il n'y a pas de raison que ça aille beaucoup plus vite là-bas. Et le problème de l'éducation au long terme comme ça, c'est un problème politique. C'est-à-dire que construire une école, ça rentre dans un mandat politique de 4-5 ans. Sachant que le politique, il ne cherche qu'une seule chose, c'est à se faire réélire. Et donc, c'est le seul objectif d'un politique, et de se dire, regardez, pendant mon mandat, j'ai construit une école. Si on veut voir les choses plus longuement, il faut former les gens. Et la formation, c'est pas en 4-5 ans qu'on va la faire, c'est pas en construisant des écoles seulement. Bon, ça c'est une chose. Donc je suis assez brut de fonderie à ce niveau-là. D'autre part, à partir du moment où on est formé ici et où on dit il faut faire des contenus, etc., sachez que toutes les grandes écoles françaises, qu'elles soient économiques ou d'ingénieurs, ont mis en ligne depuis à peu près 5 ans tout leur contenu. MIT l'a fait depuis beaucoup plus longtemps et tout le monde y a accès, sauf que quand vous vous trouvez en Afrique et que vous avez la chance d'avoir fait vos études au MIT et que vous avez des comptes depuis que vous êtes tout petit, vous avez des comptes ARPANET. Donc c'est-à-dire, parce que tous ces réseaux de départ, en fait, ça a été construit sur des phénomènes de recherche et de recherche pour la défense. Parce que DARPANET et ARPANET, c'était pour la défense américaine au départ. D'accord ? Les gens qui ont fait MIT et puis qui ont fait même des écoles de commerce, qui ont fait HBS, donc Harvard Business School, etc., ces gens-là ont eu des comptes à ce moment-là, et toutes les universités se sont développées, et tous ces gens ont l'habitude de communiquer, d'échanger, de former. Et quand vous allez comme chercheur à MIT, par exemple, vos comptes sont complètement ouverts, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc c'est très compliqué de rentrer, mais une fois que c'est dedans, quand vous codez quelque chose, il y a un gars qui, la nuit, vous dit « Ouais, c'est pas comme ça qu'on fait, t'aurais dû faire comme ça et comme ça ». Ce qui est la meilleure façon d'avancer. Parce qu'on n'avance que par la critique d'autrui, d'accord ? Mais ça, c'est dans notre monde idéal là-bas.
vous êtes sûr de votre fête, vous connaissez tout ça, vous allez vous retrouver, pas au fin fond de la brousse, mais à Polytech Yaoundé. Bon, les gens sont excellents là-bas aussi, parce que ça, je reviens... Il y a une chose au niveau durable, et je le dis chaque année, mais la ressource la plus durable et qui est inépuisable, c'est le cerveau humain. Et je veux dire, on n'en connaît encore que 5 ou 10%. C'est le médecin qui vous parle, mais je vous dis, sérieusement, il faut y croire. Et je veux dire, on voit des gens qui sont extrêmement brillants dans des contrées complètement reculées, d'accord? Et qui, en plus, en plus d'être intelligents, ils sont malins. Parce ils sont forcés d'être malins. Parce que si vous voulez que votre fils soit con, donnez-leur de l'argent, quoi, d'accord? Donc, en gros, c'est ça, quoi. Alors, il deviendra con. Parce qu'il a ça, c'est sûr, quoi. C'est la bonne façon de faire. Donc, quand moi je dis, il faut faire, au départ, il faut faire ce que fait SOS, c'est-à-dire il faut des profs, etc. Mais en fait, je vais vous dire un truc très simple. Pourquoi est-ce que moi c'est très bien pourquoi je pose des panneaux solaires, mais pour une raison très très simple, pour une raison d'école. On fait des projets qu'on appelle panneaux scolaires. Je dis bien ce que ça veut dire. Pourquoi? C'est ce que j'expliquais juste avant, quand on discutait entre nous. Quand vous faites des écoles, prenons que vous êtes un Africain de 6-7 ans, et qui est un Africain qui a vraiment beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'il a une école pas loin, il ne doit pas marcher plus de 10 km pour y aller, il a un prof, il a des crayons, des tableaux, des bouquins, il a tout ce qu'il faut. D'accord? Je ne parle pas il a même une tablette OLPC, donc One Laptop Per Child, parce que ça aussi, c'est des idées d'Européens ou de... Là, pour le coup, c'est MIT, et qui se viandent derrière, parce que, je pourrais vous expliquer pourquoi, c'est très simple à comprendre. Bon. Donc ce gamin-là qui a toute cette chance-là, il y a le prof qui lui enseigne pendant toute la journée, et le soir, quand il rentre chez lui, la maman, elle fait à manger pour le papa, avec une chandelle, et le gamin, il apprend que dalle, parce qu'on a tous révisé un peu nos devoirs, nos leçons à la maison. Donc le lendemain, il va à l'école, et à l'école, le prof s'arrache les cheveux, parce qu'il dit, on n'en sortira jamais, ils n'apprennent rien, ils n'avancent pas, etc. Donc le prof s'arrache les cheveux, quand le gamin rentre, le père dit à la mère, tu vois, il ferait mieux d'aller au champ avec toi, parce que c'est les mères qui bossent, hein, là, il faut dire les choses comme elles sont aussi, donc voilà. Et donc, on se retrouve vite, le plafond de verre, il va très très vite, alors qu'on est parti d'un truc qui était... où le gamin a beaucoup de chance, qu'il a des écoles et tout. Comme disait Michel tout à l'heure, on a fait une école plus près, parce que comme ça, ils ne doivent pas marcher pendant 10 km, etc. Donc, si on leur donnait simplement un petit peu, j'allais dire, d'autonomie, parce que moi, je reviens toujours avec des histoires d'autonomie, en fait, les gens, ils sont libres de choisir. Hein. Ils sont, ici, le mec qui est alcoolique et qui veut rester dans le caniveau, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il va rester dans le caniveau, il va rester alcoolique. C'est pas... En fait, c'est un gros souci pour nous, parce que ça nous gêne, cette vengeance. Mais en fait, pour lui, c'est peut-être pas un souci. Peut-être qu'on devrait tous l'être, d'ailleurs. On serait peut-être tous mieux dans notre tête. Le problème, donc, n'est pas là. Il faut laisser aux gens l'autonomie. Il faut ils ne fonctionnent pas comme nous. Et moi, je place pour SES, j'ai placé des Astratoconnect. J'ai visé des satellites, etc. D'accord? Et pourquoi est-ce que ces antennes ne marchent pas? Non, on a mis des panneaux solaires, donc pourquoi elles ne marchent pas? Elles ne marchent pas parce que, il a le mauvais œil, parce que c'est cette tribu-là qui l'a fait, pas avec l'autre. Alors plutôt que de commencer à dire, oui, mais c'est pas comme ça que ça marche, non, ce qu'on fait, on sacrifie 2 poulets en dessous de l'antenne et ça marche. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que c'est nous qui avons toujours raison? Pourquoi on doit toujours dire, c'est comme ça qu'on va faire maintenant? Donc globalement, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être beaucoup plus près du terrain, les idées viennent beaucoup plus vite de là-bas, et quand on fait des panneaux, qu'on met des panneaux au-dessus d'une école, les gens, ils ont un peu de batterie le soir, ils ont 2 ou 3 heures pour étudier à l'école, et donc les profs qui sont déjà pas payés par l'éducation nationale, parce que ça, il faut voir aussi, donc ces profs-là, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on dit, vous restez 2 heures de plus le soir à l'étude, et vous enseignez à qui? Pas aux enfants, vous enseignez aux mamans. Donc les mamans se réapproprient l'école, elles viennent à l'école, les mamans, 4 jours sur 5, les profs leur apprennent pas la physique nucléaire, on est bien d'accord, mais leur apprend comment se servir, comment savoir lire, écrire, compter, et comment savoir se servir du goutte à goutte, parce qu'on a fait une petite zone maraîchère à côté, et cette petite zone maraîchère va permettre au gamin qui a fait 2,5 km ou 5 km ou 10 km pour venir, de pouvoir prendre sa collation, comme on dirait ici, ou son 10 heures, comme disent d'autres. Et donc, cette petite zone maraîchère, les mamans vont s'approprier l'école, ils vont pouvoir suivre les gamins, ils vont pouvoir faire, platement dit, la nicopée en disant, tu vois que ça sert à aller à l'école, d'ailleurs moi je peux le suivre, parce que lui, moi je sais lire, et je commence à savoir lire, je commence à savoir compter aussi. Et le 5e jour, elle surveille l'étude. Donc on fait une rotation comme ça. Alors un peu plus tard, vous avez des légumes qui poussent,
quand il y a trop de légumes, qu'est-ce qu'on fait? On va les garder au frais. Donc on met un panneau solaire ou l'autre de plus, on met ça dans des frigos. Les frigos, on fait de la géothermie, on les enfonce dans le sol. Les frigos, ils s'ouvrent comme ça. Un panneau solaire ou l'autre, ça marche. Et puis après, on peut mettre des immunoglobulines, des vaccins. La vaccination, ça commence où? À l'école. Donc et après, quand on a encore plus, et qu'on ne sait plus quoi faire de son manioc, par exemple, ou de son mil ou de son sorgho, on le pile avec des moulins électriques. Après. Des moulins électriques, on le pile et on en fait de la farine. Donc je veux dire, faire des écoles globales comme ça et faire des villages globaux, ça existe, c'est possible. D'accord? La seule chose, c'est qu'il faut une volonté politique. Il faut une volonté politique pour plus de 4 ans. Et de l'autre côté, il faut faire, je vais la jouer Macron, il faut faire en même temps que les gens qui soient à un haut niveau, comme nos collègues ici, puissent instiguer leurs collègues à retourner sur place. Et ils ont tous les moyens, je veux dire... le cerveau humain, il n'est pas plus costaud parce qu'il est blanc, jaune, rouge, noir. Hein. Le problème n'est pas là, quoi. Donc globalement, eux peuvent faire énormément là-bas aussi. Et il faut aller des deux côtés. Il faut savoir que malgré les constructions d'écoles et tout... peut-être il faut aller des deux côtés. Peut-être on a des questions. Ouais. Je te coupe, excuse-moi. Mais on a peut-être d'autres questions. Monsieur, vous aviez... Oui, voilà, je voulais vous donner la parole parce que quand on a parlé tout à l'heure, vous avez des... J'ai bien compris, sans trahir, des incubateurs au Tchad. Si vous pouvez en parler peut-être. De la chambre de commerce de N'Djamena ici à Luxembourg, dans différents projets qu'on fait dans la région du Sahel. On fait des incubateurs et on aide aussi au développement pastoral. Donc un commentaire que je voudrais faire par rapport à ce que j'ai entendu, c'est que si dans certains pays on va vous dire qu'ils n'ont pas de problème d'argent, il y a d'autres pays où l'argent n'est même plus un problème, mais il est le problème. Le fait que des ministres, etc., visent à être réélus, je pense que dans certains pays, ils visent juste à ne jamais quitter le pouvoir, et donc leurs impératifs ne sont pas d'être appréciés pour ce qu'ils sont, mais juste de demeurer en place. Donc ça, c'est déjà très difficile de faire du business avec des gens qui se basent sur ce modèle-là, parce que le modèle consiste à s'enrichir le plus possible, avant, si possible, de s'enfuir vers un pays européen où il y a un golden visa. Donc ça, c'est un modèle qu'il ne faut pas ignorer quand on veut travailler avec certains pays. Il est sûr que si on parle du Ghana, on n'a pas ce problème. Si je peux me permettre de vous attendre juste sur ce plan-là, quand je dis que je n'ai pas dit, enfin il n'a pas été dit en tout cas, qu'ils n'ont pas de problème d'argent, c'est justement parce qu'ils savent, et c'est l'idée qui est sous-tendue derrière, que l'argent va être un problème, que ce n'est pas ce qu'ils demandent. Oui, on est bien d'accord. Mais je dis, il y a deux Afriques. Il y a une Afrique à deux vitesses. Il y a les pays qui sont très évolués. Et sans entrer dans la polémique, je pense qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi l'Afrique anglophone est en avance sur l'Afrique francophone. C'est un problème qui ne vaut pas la peine d'être débattu ici, mais il vaut la peine d'être réfléchi en tout cas. Et ce qu'on remarque dans des projets comme nous les faisons, c'est que il ne faut pas se contenter d'arriver avec un projet en leur expliquant, comme nous l'avons fait, ok, les vaches du Sahel ne produisent pas assez de lait, on va vous aider à amener de la semence, faire du croisement, on va mettre du RFID dans les oreilles des vaches nomades pour éviter qu'on ne les croise trop, parce qu'après 3 croisements, elles ne tiennent plus le climat. Donc il faut mettre tout ça en place. Oui, c'est bien. Et puis, l'ONG qui fait ça s'en va. Que font les gens avec 200 litres de lait quand de toute façon, dans le village, ils ne peuvent en consommer que 15? Quand on n'a pas prévu les frigos, quand on n'a pas prévu la laiterie, quand on n'a rien prévu à côté. Donc ce sont des petites victoires, mais qui ne sont malheureusement pas, comme vous l'avez dit, intégrées dans une démarche complète. Il faudrait arriver, mettre des groupes frigorifiques, mettre une laiterie, voir comment ils peuvent distribuer. Comment est-ce qu'on fait les points de récolte quand les tribus sont nomades? Ils sont là pendant un mois, ils ne sont plus là après. Ou comment est-ce qu'on va chercher leur lait? Tous ces éléments-là sont souvent ignorés. On arrive, on regarde un élément, on dit on a fait le job, c'est fini. Sur les incubateurs, la révolution numérique est en place. Malheureusement, dans certains pays, c'est aussi une espèce de nouvel esclavagisme où les GAFA financent les incubateurs et les universités, produisent les gens juste pour ce dont ils ont besoin, et ensuite les utilisent pour programmer et, pour être très vulgaire, pisser des lignes à très bas prix.
Derrière, on ne vise pas l'épanouissement des gens, on ne laisse pas ces gens monter des initiatives, on les utilise pour financer les initiatives qui sont ici. Et heureusement, notamment en Tanzanie, en N'Djamena, on essaie de monter des incubateurs et on s'appuie sur les universités locales en disant, OK, vous avez le potentiel humain, nous avons peut-être le moyen de vous aider à financer, à aider, mais c'est vous qui devez faire. Et malheureusement, on voit souvent que ces incubateurs, on laisse trop l'enthousiasme aux étudiants qui sont là. On en a un exemple concret, développement d'une caméra spécifique qui est capable, sur base d'un drone, de mesurer le taux d'humidité de la terre sur les cultures. Et automatiquement, le goutte à goutte se met à fonctionner dans les zones où il y a un besoin et pas partout. Ils ont passé 1 an et demi à développer le drone. Un drone, ça s'achète à 50 € en Chine. La valeur ajoutée de l'incubateur, elle n'était pas sur faire un drone. La valeur de l'incubateur, elle était sur la caméra et l'usage de la solution. Et ça, je pense que dans les incubateurs qu'on trouve maintenant, il y en a un peu partout en Afrique, souvent on oublie cette notion-là. Et comment est-ce qu'on peut aider nous? Peut-être en arrivant en disant que ce qui manque, c'est ça, faites-le vous-même. Bertrand, rapidement, parce qu'on a des questions, on a des questions par Internet. Très et on a, vis-à-vis de nos amis de la BGL, un impératif horaire. Très rapidement, je suis 150% d'accord avec ce que vous avez dit. Il faut effectivement développer une initiative locale en s'adaptant aux réalités du terrain. Si on parle effectivement des incubateurs, sans vouloir lancer la polémique, je pense qu'on a les mêmes noms en tête. Il y a effectivement un certain nombre d'incubateurs qui ont explosé en Afrique ces dernières années. On retrouve toujours les mêmes noms, un nombre de start-up innovantes incroyable. Et pour faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure, il y a cette révolution-là génère déjà d'autres problèmes. On parlait des fraudes, etc. Mais dans les start-up en question, les start-up qui sont des incubateurs n'ont pas les réflexes, par exemple, de protéger leur propriété intellectuelle. Leurs inventions vont directement au bénéfice de certains des propriétaires des incubateurs qui empêchent d'autres incubateurs de se développer. L'idée, c'est de toute manière de développer une initiative en local en s'adaptant aux réalités du terrain. On ne met pas des ronds dans des carrés. Et pour voir effectivement si ça en a un impact sur place. Et il y a quelque chose, un accompagnement. Et pour faire le lien avec ce qui a été dit, c'est l'idée de façon, au final, c'est que les différents pays africains soient autonomes dans les meilleures conditions. Voilà. Alors, merci Bertrand. Christian, est-ce que tu veux faire l'interprète de... Voilà, donc bon, tout d'abord, j'aimerais excuser le Mali. Donc, le Mali n'arrive pas à se connecter. Ah, voilà. Donc, on vient de les avoir au téléphone, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à se connecter. Donc, la problématique de la connexion, elle est bien réelle. Donc, voilà, on a quelques réactions, notamment du Burkina Faso, qui nous viennent. Donc, tout d'abord, c'est un constat que Boubier et Jean-Marie Cadio nous fait savoir, donc, surtout les formations en ligne. Donc, il y a vraiment un intérêt pour les formations en ligne, mais voilà, les coûts sont vertigineux. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Donc, après, il y a Patrice Zongo, donc également du Burkina Faso, donc qui, voilà, la cybercriminalité est aussi un problème à combattre, mais les moyens techniques sont limités. Que faire sans volonté politique? Pour la cybercriminalité, en fait, ça corrobore exactement ce que je vous disais, c'est que le cerveau humain, il est extrêmement brillant, où qu'il soit, et que la première fraude mondiale vient du Nigeria. Donc eux, ils sont capables de frauder et de casser à peu près tous les codes possibles et imaginables. Et quand vous allez dans des pays beaucoup plus petits comme le Togo, si jamais le Togo est en finale de la Coupe d'Europe, de la Coupe du Monde, pardon, de football, je vous jure qu'il va craquer tous les modems possibles et imaginables, mais ils vont l'avoir. Hein. Il n'y a aucun souci, quoi. Donc la cybercriminalité, ça doit venir tout à fait d'en haut, c'est-à-dire des différents pays, où il y a une autre façon de ne pas avoir de cybercriminalité, c'est de ne pas avoir de cyber. Hein. Donc voilà, quoi. Mais sinon globalement, je pense que les gens ici ne se rendent pas compte à quel point ça peut aller très 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 vite de pirater, et que ça peut aller très 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 loin aussi. D'ailleurs, c'est une des façons dont on peut réfléchir sincèrement quand vous êtes venu de bonnes écoles et que vous ne trouvez plus les financements. Pour aider l'Afrique, ça peut être une bonne solution. Mais il n'y a pas de... Ok.
C'est intéressant la question qui a été posée, mais je pense que c'est vrai qu'il y a de la cybercriminalité en Afrique, mais j'aimerais surtout souligner que pour le moment, il n'y a rien de sophistiqué. Hein. On joue juste sur l'illiteracy des gens par rapport en fait au cyber. Donc quand je parle par exemple des 37% de transactions frauduleuses sur M-Pesa, c'est des trucs tout bêtes, hein. C'est juste lié au fait que tout le monde utilise 1, 2, 3, 4 comme PIN. C'est aussi bête que ça. Donc il y a... Quand vous faites de la protection informatique, que vous faites de la cyberdéfense par rapport à de la cybercriminalité, il faut savoir que 72% des attaques viennent de l'intérieur. Donc la plupart du temps, regardez vos proches plutôt que de croire que ça vient de l'extérieur, quoi. Mais j'aimerais quand même finir par... C'est la même chose dans les couples, hein, je vous dis, d'habitude ça vient de l'intérieur. Sur la question de l'enseignement en ligne, oui, et sur la cherté, parce que... Justement, voilà, s'il te plaît. Mais je finis sur la cybercriminalité. On vient juste de faire sortir une étude donc, ici au SNT sur justement tous les systèmes en fait, de banques, en fait, de banques, tout simplement, les applications de banques en Afrique. Donc c'est tout bête, hein. Tout ce qui se passe, c'est les développeurs en fait. Donc ce sont des gens qui effectivement ont de merveilleuses idées, qui veulent faire rapidement des choses, mais qui n'ont pas eu toute la bonne formation. Ils font sortir des produits, ça marche très bien, c'est joli, mais ça se casse la gueule au premier truc. Donc c'est lié aussi à la formation en fait, tout ça. Et donc pour en venir à la formation en ligne qui est chère, donc c'est une question qui vient du Burkina, donc je vais répondre une réponse spécifique du Burkina Faso, c'est que nous venons juste de créer en fait une université virtuelle depuis plus d'une année que nous avons créé l'université virtuelle. Donc pour le moment, ça fait une année que l'université virtuelle existe avec un président, toute la structure nécessaire, sans étudiants. Mais c'est une structure burkinabèse? Oui, c'est l'université virtuelle. D'accord. Voilà. Donc, c'est dire aussi tous les problèmes, les enjeux politiques qui sont liés à ça. Donc, c'est qu'on choisit, en fait, tout ce qu'on veut mettre là, mais sans penser, en fait, à pourquoi on a créé la chose, en fait. L'université virtuelle était censée venir résorber les universités traditionnelles, mais en réalité, elles sont là, elles fonctionnent sous vide, depuis longtemps. Donc, elle devrait normalement profiter de l'infrastructure des SES, du G-Cloud et de tout le reste, mais rien ne se passe pour le moment. Et quand on parle de la cherté en fait, des contenus, c'est que vous aviez dit tout à l'heure qu'effectivement, il y a toutes les écoles d'ingénieurs en France, MIT, ils mettent les cours en ligne. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en réalité, quand vous regardez les cours en ligne, il y a deux types de cours en ligne. Il y a je viens, je dépose mes slides, vous vous débrouillez, ou je fais le cours parce que par derrière, il y a des hommes qui vont suivre le cours. Et ces cours-là, ils sont très rares et sont payants. C'est eux qui coûtent en fait. Pour rebondir sur les cours payants, etc., en fait, on peut les avoir tout gratuits. La seule chose, c'est quand vous vous retrouvez à Yaoundé, parce qu'on m'a coupé tout à l'heure, en fait, quand vous vous retrouvez à Yaoundé, vous n'avez pas accès. Par exemple, vous voulez faire du debugging, quand vous faites du debugging dans un programme, vous liez sur un forum de gens qui sont intéressés par les mêmes choses. Et là-bas, comme on sait que la cybercriminalité vient essentiellement de là-bas, eh bien, tous les ponts avec tel truc, mais c'est coupé. C'est-à-dire que moi, si je développe et que je suis à MIT, ou que je suis à Paris, ou que je suis à Luxembourg, il n'y a aucun souci. Si je suis à Yaoundé, comme par hasard, j'ai plus accès à tous mes potes pour débugger avec moi. Mais est-ce que la solution, du coup, tout à l'heure, on parle de politique. Alors, je vais peut-être m'attirer les foudres. Vous savez, quand il y a un chemin qui est un petit peu trop long, on prend des raccourcis. On chante le politique. C'est au privé de venir chanter l'initiative politique. Si la volonté politique n'est pas forte, c'est aux acteurs privés de prendre la relève. Alors, il y aura des abus, il y aura des mauvaises directions, mais les bonnes volontés qui seront présentes, d'accord, avec un schéma bien défini après, vont peut-être compenser le travail du politique. Elles iront plus vite. Si quelqu'un est élu, il a un mandat populaire, et dans l'esprit de la démocratie, c'est voilà, j'ai mon devoir, j'assume mon devoir. C'est vrai, ça existe déjà en Europe, alors il n'y a pas de raison que ça n'existe pas en Afrique, il y a des professionnels de la politique, d'accord, qui ont une longévité assez incroyable, avec tous les avantages qui sont autour. Si ces personnes-là ont oublié leur mission, alors c'est peut-être aux acteurs privés de dire, voilà, de toute façon je vais y gagner, puisque peut-être que je vais créer, je suis désolé d'être cynique, peut-être que je vais gagner des partenaires. Si je gagne des partenaires, j'ai tout intérêt à faciliter tous les manquements, toutes les carences, donc pas toutes les carences qui sont sur place, parce que j'y gagnerai à la fin du chemin. Tant pis pour le politique qui va pas assez vite. Si j'arrive à faire en sorte qu'il me laisse tranquille, de toute façon, si je suis suffisamment puissant, si on s'allie de manière suffisamment efficiente, ils pourront comprendre qu'ils ont tout intérêt à nous laisser faire. En gros, je pense que l'idée, à la fin, c'est ça.
Moi, à défaut d'être cynique, je vais vous dire que j'y crois pas trop. Pour une raison très très simple, c'est que les poches des politiques, puisqu'ils sont amenés à avoir une très longue vie en Afrique, et ça se marie souvent avec, par exemple, quand moi je place des panneaux solaires, si j'en place au nord Tessékéré au Sénégal, pas de problème. Le président va me dire, vous voyez ce que je fais pour la population. Si je le place à Dakar, c'est refus total, parce que les poches de la Sénélec, c'est un petit peu les poches du président, très souvent, vous voyez. Donc, globalement, on a un refus. Et en plus de ça, pour tout ce qui est communication, c'est vrai, l'Internet est venu, en fait, de privé au départ. C'est pas une invention, nécessairement. Donc, c'est différentes personnes, et les chercheurs ont discuté entre eux, etc. Sauf que, là, on tombe sur quelque chose qui est étatique, c'est-à-dire que c'est la distribution des fréquences. Et donc, si on vous coupe les fréquences, si la SES, par exemple, dit « moi, je vous offre du satellite », mais que moi, je n'ai pas le droit à avoir les fréquences parce que l'État s'y oppose, c'est pas jouable. J'aimerais quand même dire que je suis plutôt d'accord avec Bertrand, c'est que effectivement le privé peut le faire. Donc, on vient de voir, il y a eu une start-up au Nigeria, je pense, qui vient d'avoir un financement de plus de 10 millions d'euros de Facebook, lié à la formation. Ce qu'ils font, c'est un institut de formation de développeurs. Et Facebook a investi dedans parce que c'est l'avenir pour eux de venir puiser en fait des développeurs en fait en Afrique. Et parce qu'ils ne peuvent pas venir influer sur les curricula dans les universités, ils investissent dans un privé qui va s'en occuper. Mais un privé qui a démarré justement cette initiative-là. Donc, bien sûr, pour tout ce qui est des prérogatives régaliennes de l'État, telles que les fréquences, c'est impossible, mais il y a un vaste univers qui n'a rien à voir avec l'État ou la politique, où effectivement la diaspora pourrait investir en fait. Et il y avait une question que vous avez au départ à laquelle je n'ai pas pu répondre. Ce que je voulais dire en parlant des écoles, c'est que SOS Sahel, pour reprendre un terme de Benoît, devrait être un prophète. Donc un prophète dans le sens de vous venez, vous faites une action en symbole, mais vous n'oubliez pas le message. Le message par derrière. Vous ne pouvez pas juste construire des écoles et dire « Ah oui, nous on a fait des écoles, un truc en plus ». Non, il faut sensibiliser sur le pourquoi. Et même, je dirais, ça c'est peut-être provocateur, vous devriez essayer de chercher en fait des investisseurs locaux. Il y a des milliardaires dans nos pays qui construisent des écoles, des hôtels 4 étoiles dans des villages, juste pour montrer qu'ils ont l'argent. Pourquoi ils ne pourraient pas investir 75 000 euros dans une école de 6 classes? Je pense que l'argent aussi devrait venir localement, en fait, pour montrer un certain intérêt à ce qui se passe, en fait, ce que les ONG étrangères viennent faire un peu. C'est de prophétiser. Et le reste, localement, on devrait se débrouiller. Je suis pas sûr d'être à la hauteur de la mission qui vient de m'être confiée. J'espère que mes amis du bureau m'aideront. Voilà. Écoutez, est-ce qu'il y a une question? Voilà, je vous en prie. Allez, voilà. Alors, monsieur, s'il vous plaît, d'abord. Allez-y. Ah, pardon. Ah, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Pardonnez-moi. Oui, bonsoir. Au fait, ma question, c'est toujours au niveau des cours en ligne. Pensez-vous que c'est bien d'innover, c'est bien de faire des choses en Afrique, mais le principal problème en est que je me suis dit que vous innovez pas à la base, au fait, la matière première. Par exemple, avant d'installer des cours en ligne, par exemple au Burkina, pourquoi vous n'avez pas fait des campagnes d'investir par exemple sur les matériels, comment utiliser les cours en ligne, des cours virtuels, des trucs et tout. Par exemple, au moment aussi d'installer l'école au Mali, est-ce que vous avez essayé aussi d'innover sur les infrastructures, comment faire pour aller jusqu'à l'école? Par exemple, un élève qui habite trop loin de son école, c'est bien d'innover, elle a trouvé l'école et tout, mais elle ne l'utilise pas au fait. Je me suis dit qu'on innove, mais on n'innove pas sur la base, sur la matière première. Pour le Burkina, je réponds juste pour le Burkina. Je me pose aussi la question, pourquoi on n'a pas fait ça. Mais il y a une autre question encore plus intéressante, c'est que j'ai mes cours en ligne, je le mets sur un serveur, et puis je fais comment? L'étudiant fait comment? Il y accède comment? Voilà, il n'y a pas que la bande passante pour y accéder, il y a aussi sur quel terminal il y accède. Déjà, les salles de classe. Je connais par exemple l'AUF investit beaucoup d'argent pour construire des salles avec des ordinateurs, des salles équipées.
quand je vais pour donner cours, on ouvre la salle, je donne cours, quand je sors, on ferme la salle. Ok, donc c'est... Mais c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du privé. Vous parlez de l'école. L'école, attention, hein, qu'on ne se méprenne pas, il y a des manques, il y a des carences, et SOSL participe justement à améliorer, d'accord, la vie en local. Alors on pourrait dire, on aurait pu peut-être organiser des moyens de transport en attendant que l'école soit construite, pour faire en sorte que les enfants aillent à l'école, et peut-être même l'organiser après le retour, et voire même après faire un suivi. Voilà. Mais SOSL ne pourra pas tout faire. La volonté politique n'est pas suffisamment forte, mais on sait qu'il faut compenser. C'est pour ça tout à l'heure que j'étais un peu provocateur, mais de passer par le privé, que, si vous me pardonnez l'expression, que le secteur privé, tout acteur confondu, secoue un peu l'arbre pour avoir un résultat. Pourquoi? Alors, peut-être que je suis un grand naïf, Benoît le dira, hein, et il n'a peut-être pas tort. Grand, c'est sûr. Merci. mais l'idée est la suivante. Je suis très basique, hein, et vous me pardonnerez, je suis un esprit simple. Si, dans un pays, on sait que tous les acteurs du privé, en local, peut-être en partenariat avec des acteurs privés étrangers, arrivent à faire quelque chose, qui a une dynamique positive, et qu'on ressent de manière sensible que la vie, la qualité de vie des personnes, enfants, hommes et femmes confondus, s'améliore. Le pays voisin, pour lequel le président, les dirigeants sont beaucoup plus longs à agir, et qui n'ont pas forcément une volonté forte d'agir, va se dire, oulala, j'ai vraiment intérêt à faciliter ça, parce que sinon, les personnes qui sont là, et je suis désolé de provoquer, ils vont brûler demain. Donc, puisqu'ils veulent avoir le pouvoir pendant longtemps, ils ont tout intérêt à faciliter ça pour qu'on oublie qu'ils n'ont pas fait leur job. D'accord ? Juste pour info, le Burkina Faso est voisin du Ghana. Hein. Et je ne veux pas d'ennui, il y a du Burkina avec le Ghana. Mais voilà. Mais vous avez raison, mais il faut bien commencer quelque part. Et la base des bases, ok, il faut construire des routes, ok, il faut construire des lignes électriques pour brancher des ordinateurs, il faut avoir des ordinateurs. Il faut pouvoir savoir se servir d'un ordinateur, pouvoir savoir comment accéder, il faut pouvoir arranger la qualité de vie en local. Tout commence par l'éducation. Alors, autant construire des écoles, mais il faut peut-être aussi assurer, effectivement, comme on l'a dit, qu'il y ait des profs qui y aillent, peut-être des anciens, peut-être de l'extérieur, je ne sais pas. C'est ça que j'appelle matière première, parce que nous, on est prisonniers de nos expériences. En Afrique, on n'a pas l'expérience. Tu peux trouver un étudiant qui a 5 ans d'études, alors qu'il n'a pas l'expérience pour qu'il puisse utiliser ses savoir-faire. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. Alors, je suis désolé, je suis un peu brutal là-dessus. Oui, il y a des étudiants qui n'auront pas eu l'opportunité d'apprendre la pratique. D'accord ? Mais on a un vrai mal en Afrique qui est le suivant. On a, c'est contradictoire, hein, on a énormément, toutes filières confondues, de chercheurs, de savants, de scientifiques. D'accord ? Est-ce qu'ils sont en local ? Pour ceux qui sont en local, ils ont énormément de difficultés, ou le plafond, à pouvoir transmettre ce savoir. Pour ceux et les autres, ils sont à l'étranger et ils font profiter d'autres grands groupes de leur savoir. Et finalement, c'est quelque chose qui est perdu. Ils ont le savoir, ils ont la pratique. Allez à la NASA. À la NASA, vous serez très, très, très surpris du board ou du nombre de scientifiques qui sont sur place. On parle du MIT, regardez les enseignants qui sont là-bas, ils viennent de partout. Et il y a beaucoup d'Africains. Donc c'est une matière grise qui ne peut pas être sur place. D'autres reviennent maintenant, mais ils reviennent dans la difficulté. Ils reviennent dans la difficulté. On a la matière grise pour l'utiliser. Faut-il encore leur faciliter la vie pour qu'ils puissent faire des choses ? Et c'est là le vrai problème. Je vais essayer de répondre très rapidement parce qu'on a deux questions que je voudrais surtout qu'on puisse les poser. Mais très rapidement, on a beaucoup parlé du privé, mais moi je pense aussi qu'on doit mettre les gens face à leurs responsabilités, et notamment les gouvernants, et notamment les autorités administratives du pays en question. C'est-à-dire que nous, quand on construit une école, on s'est assuré auparavant que le gouvernement du pays en question a alloué les postes pour qu'il y ait des enseignants, mais on ne peut pas nous demander de tout faire. Je suis ni prophète, ni ministre de l'Éducation nationale. Pas encore. Et je ne souhaite pas l'être. Et je crois qu'il y a un moment donné, on a parlé tout à l'heure de l'alcoolique qui était libre de se rouler dans le caniveau, mais je pense qu'il y a aussi la prise en main des populations qui doivent aussi jouer leur rôle. Un des premiers cas que j'ai eu, c'était, on avait créé une case médicale au Niger, si je me souviens bien. Après 1 an et demi,
le gouvernement du pays en question ne payait plus l'infirmier. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Nous, alors, on est retourné, on a tapé sur la table, et finalement, voilà. Mais on ne peut pas tout faire non plus. Hein, donc, je pense que les gens aussi doivent... Alors, voilà. Donc, c'était juste... Monsieur, vous aviez le micro. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, une petite remarque, c'est que comme nul n'est prophète en son pays et que l'Afrique est une terre promise, toutes les reconversions sont possibles. Merci pour cette lueur d'espoir. Non, moi, j'ai beaucoup apprécié qu'on ait parlé des plafonds de verre en Afrique et qu'on a encore rappelé, donc en termes de gouvernance, de santé, d'infrastructure, d'accès à l'énergie, etc. Et aussi de comment les GAFA utilisent l'Afrique pour s'enrichir eux-mêmes. Mais est-ce qu'il serait possible d'avoir des exemples très concrets de comment le numérique contribue vraiment au développement des Africains? Regardez le nombre... 3 minutes. Hein. Une phrase. Regardez le nombre d'entreprises ou de micro-entreprises qui ont pour sous-jacent du numérique. Si je retiens que le mobile payment, que le mobile, ou le télécom. Parce qu'aujourd'hui, pour faire des affaires, il faut communiquer autour de ça. Si je sors du numérique pur, du digital, il fut un temps où, alors je ne sais pas pour le Luxembourg, je ne l'ai pas vu depuis le Luxembourg, mais je l'ai vu depuis la France. Lorsque pour donner une seconde vie à un téléphone, on était à l'iPhone 1 ou 2, on envoyait les brisés, on envoie en Afrique. Pourquoi? Parce qu'on ne le souligne pas assez, Benoît l'a souligné un tout petit peu peut-être, c'est l'esprit inventif, l'esprit créatif. Il y a des entreprises qui vont vendre, il y a du commerce électronique qui se développe. Alors, il y a des gros groupes qu'on connaît, il y a d'autres groupes qui ne sont pas connus. Alors, il va y avoir un problème de marketing, etc. Mais on n'en est pas, ils n'ont pas la taille, ils n'ont pas le budget, mais ils sont là. Ils sont là. On parlait de formation en ligne. D'autres, des plus petits acteurs, ils sont moins connus, essaient également de le développer. Alors, ils n'ont pas forcément le pouvoir économique d'être aussi connus. Ils essaient de coexister vis-à-vis de grands acteurs. C'est quand même assez amusant. Si vous allez au Sénégal, mais même ailleurs, c'est toujours les mêmes gros acteurs télécoms que vous voyez. Mais regardez un petit peu à côté les toutes petites boîtes qui essaient de faire du service par rapport à ça. Les services qui passent par le digital se développent à vitesse grand V en Afrique. Ma peur, c'est qu'à un moment, il y a les startups, on a le phénomène en Europe, donc l'Afrique n'échappe pas. Vous avez, alors je n'en dis pas du mal, mais il y a une énorme société bien connue de couleur orange qui a un grand succès, qui est très 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 présente en Afrique. Et on peut même mettre une date dessus, 2011-2012, parce qu'avant, c'était pas autant développé, d'accord, qui a des services pour repérer des sociétés à fort potentiel de croissance sur place, d'accord. Et pour avoir discuté avec eux, il y a énormément de sociétés qui sont très prometteuses, ça marche pas mal en local, il y a le bouche à oreille fonctionne bien, mais ils sont dans la vallée de la mort. Parce qu'il y a un moment, ils n'ont pas les fonds pour se développer. Et ils vont pas, quand on va frapper, on voit bien, on a déjà les difficultés ici, donc pour trouver des financements, on va voir les banques. Alors, ils commencent à avoir cette culture-là, mais ils ne vont pas donner. On va avoir accès à la BAD. La BAD ne passe pas directement. Il y a un lien qui, pardonnez-moi, pas la BAD, je parle de la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement, dont on a eu l'honneur de discuter quand on était à Abidjan, ne donne pas des fonds en direct. Ils passent par d'autres acteurs. Il faut-il encore savoir qu'il existe des enveloppes sur place. Donc on a un problème de financement, pas d'existence d'entité. Mais il y a un impact. Ces boîtes-là embauchent. Il y a des choses qui se développent. Et on n'en est qu'au début. On n'en est qu'au balbutiement. Mais tout comme on l'a eu ici. Ici, c'est un peu moins brutal, c'est un peu moins disruptif. Mais ça existe. C'est là. Je pourrais aussi ajouter... On parle de services, juste quel service précisément? Juste pour bien comprendre. Je peux ajouter des choses concrètes, juste du citoyen. Donc, il y a tout ce qu'on appelle la e-administration, par exemple. Donc aujourd'hui, aller chercher sa pièce d'identité, faire un certificat de nationalité, faire un casier judiciaire, ce sont des choses qui étaient impensables en fait il y a 10 ans pour les gens qui viennent du village. Le premier truc que tu arrives devant le tribunal de grande instance, c'est de retrouver en fait une bande de gens qui veulent t'expliquer ce qu'il faudrait faire, mais il faut payer de l'argent. Maintenant, beaucoup de choses sont en ligne en fait, peuvent être faites en ligne. Pour le citoyen, c'est concret. Ça, c'est concret en fait pour les citoyens. Donc l'e-administration, ça marche très bien. Bien sûr, il y a tout ce qui est mobile payment, avec tout ce qui est des bandits de grand chemin maintenant. Donc ça marche très bien parce qu'on peut envoyer de l'argent. Je prends l'exemple même des ambulanciers. Rien que les ambulanciers, avant, on leur donnait toujours une enveloppe, il va donner à ma grand-mère qui est au village, et il se faisait braquer. Avec le malade d'abord. Ça ne se fait plus aujourd'hui.
j'envoie l'argent et il peut aller récupérer, ainsi de suite. Ce sont des choses banales, mais qui changent la vie en fait au quotidien. Oui. 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 Et la fraude qui est liée de l'aide d'État a disparu des gens qui se faisaient braquer avec le cash. Tout à fait. Donc je pense que nous, en tant qu'Européens, on commence à regarder la cybercriminalité comme quelque chose. C'est terrible. Oui. Qu'est-ce que ça a été par ailleurs? Qu'est-ce que ça a été par ailleurs? Juste peut-être pour compléter, c'est un exemple tout bête. Hein. Il y a un petit business, alors il n'y en a pas 10 000, mais apparemment ça s'est vraiment développé vitesse grand V. Et c'est basique. Hein. Vous avez un smartphone, vous êtes perdu dans un endroit où il n'y a pas trop de route, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de prise électrique. Et votre smartphone, vous avez la dernière petite barre qui apparaît, vous avez quelque chose d'urgent, vous savez, cette petite situation un petit peu gênante. Vous avez des personnes, alors c'est très souvent féminin comme commerce, mais pas que, qui vont vous vendre, dire ok, vous venez, vous rechargez. L'accès est payant. Vous allez payer vos courses. Vous allez des terminaux de paiement qui sont présents dans des commerces sur la base de votre mobile. On parlait de mobile payment, mais c'est pas simplement envoyer de l'argent à mon neveu. Alors mon neveu, il est un petit peu paresseux. Il étudie, mais je ne fais qu'une confiance toute relative. Pas besoin d'être impliqué là-dessus. Le neveu, il est là-bas, il fait des études tout seul. Il fait la fête, c'est normal, c'est de son âge. Alors, pour être sûr, je vais payer directement mes factures via mon système. Je vais payer directement mon assurance via son système. Je vais rassurer sa banque via mon système. Alors maintenant, il y a d'autres problèmes qui vont venir. Parce qu'aujourd'hui, on va essayer de leur vendre de la micro-assurance, on va vendre du marketing. On est en Europe, on parle de GDPR ou de RGPD, on parle de données personnelles. Aujourd'hui, les Africains, comme ce n'est pas forcément les laptops ou les PC qui ont été vendus, la question aujourd'hui, et on est dans le big data, la grande problématique, c'est de les capter, puisqu'on n'arrive pas à les identifier, pas forcément via les registres, et le e-government se développe, vitesse grand V, et bien tout simplement, si je n'ai pas accès à ces registres-là, aucun problème, je vais avoir accès via le mobile, et là, il va y avoir d'autres problèmes qui vont sortir. Et ça va venir, les problèmes qu'on a eu ici vont forcément venir là-bas, forcément. En effet, par rapport à votre question, la vidéo que vous avez vue au début, c'est la réalité au Burkina, c'est les villages. Alors, ça c'est la réalité, sauf à la capitale ou au chef-lieu de province. Alors, je suis tout à fait d'accord avec monsieur qu'il y a une série d'applications spécifiques, notamment, par exemple, le Luxembourg, la transfusion sanguine, le stockage des médicaments. Oui, que là-bas, le numérique, il fait du sens et ça amène une amélioration aux conditions de vie des Africains. Aussi, les transferts d'argent, etc. Mais oui, c'est une série spécifique d'applications numériques. Mais parce qu'il y a un monsieur qui veut poser une question là-dessus. Oui, c'est moi. Ah ouais, pardon. Oui. Alors, ma question s'adresse aux chercheurs en cybersécurité. Oui. Alors, dans quelle mesure est-ce que la blockchain pourrait être une solution pour la cybercriminalité en ce qui concerne notamment les transactions financières? 1 minute 30. Non, bah, d'accord, mais on peut en parler juste après parce qu'au SNT, nous sommes en train de développer en fait un next generation en fait mobile money avec la blockchain. Ça s'appelle Sigma, Secure Interoperable and Global Mobile Money for Africa. Donc on utilise la blockchain pour ça. Donc voilà. Je vais provoquer, je ne suis pas certain que la blockchain soit suffisante à elle-même pour assurer la cybersécurité. On en reparlera tout à l'heure. Non. Mais c'est un véhicule. Il y a une dernière question. Monsieur, vous avez une question? C'est simplement que tout à l'heure, vous avez bien expliqué le plafond de verre qui existe. Pardon. Tout à l'heure, vous aviez bien expliqué le plafond de verre qui plane au-dessus des têtes des locaux, dans leur évolution, dans leur accès à la formation. Et puis, vous aviez annoncé le plafond de verre auxquels sont confrontés les gens formés à l'étranger et qui rentreraient et qui pourraient notamment participer à la formation des locaux. Mais ensuite, le débat qui est très intéressant, qui est très riche, est parti dans d'autres directions. Donc vous aviez annoncé ce sujet et je le trouvais très intéressant. Donc je voulais savoir si vous pouviez
rapidement nous expliciter ça? Je ne vais pas me faire des amis là. Non, mais très court, mais on pourra développer même en privé tout à l'heure. Il y a des personnes qui sont très bien formées de différents secteurs. Lorsqu'ils arrivent, et c'est vrai que c'est lié aussi au contexte politique, mais ça existe, j'insiste, hein, depuis au moins la fin de la colonisation. Pour faire très très court, et j'ai pu être confronté à ça, je l'ai vu de visu, on va dire ça, et ça dure malheureusement. Les personnes qui sont bien formées, qui sortent d'école, MIT, etc., pour citer les plus célèbres, mais il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres. Lorsqu'ils rentrent et qu'ils pensent avoir peut-être ce rôle prophétique ou messianique, je ne sais pas, ne sont pas forcément les bienvenus. Alors, ils ne sont pas forcément les bienvenus de l'œil du politique. Pourquoi ? Ces personnes-là ont été formées très souvent, c'est pas politiquement correct ce que je vais dire, mais dans des pays où la démocratie, telle qu'on la voit en Europe en tout cas, telle qu'on l'a dans la définition européenne, dans la vision européenne, ils l'ont connue. D'accord ? Ils vont arriver dans un pays où, effectivement, ça sera beaucoup moins facile, où la parole sera beaucoup moins libre. Ils ont vu comment ça fonctionnait ailleurs, donc ils sont capables d'expliquer les failles et comment les résoudre. Et ça veut dire aussi de montrer aussi peut-être l'incapacité de certains pouvoirs politiques. Donc on va vous demander de passer peut-être, dans les cas les plus extrêmes, ou presque extrêmes, par la case prison. Et après, j'ai des enfants, donc j'en parlerai pas. Mais voilà, vous m'avez compris. Ok, écoutez, on doit clôturer, mais avant, je voudrais... on a une remarque du Burkina, je pense. Voilà, donc il y a Patrice Zongo qui répond un peu, ou qui fait plutôt un constat sur ce qui a été dit tout à l'heure. Donc voilà, certaines multinationales organisent des concours pour des startups, pour des solutions d'application, non ? Mais après, qu'est-ce qui se passe avec la propriété intellectuelle ? C'est toute une question. Donc surtout, les lauréats, ils ont quelques sous, mais après, les bénéfices à long terme, voilà. Donc c'est plutôt un constat qu'il fait. Puis j'aimerais vous dire qu'on a quand même eu 700 personnes, on a touché 700 personnes avec notre Facebook Live. On a eu différents pays africains en ligne, donc le Mali était malheureusement pas là, on a eu le Kenya, on a eu le Cameroun, on a eu la Côte d'Ivoire et on a eu le Burkina Faso. Voilà, très bien. Effectivement, vous m'avez précédé, je voulais effectivement remercier nos 3 intervenants et notre modérateur qui n'a pas été si modéré que ça, comme d'habitude. Mais effectivement, j'espère que ce débat est intéressant. Je suis vraiment étonné agréablement surpris par l'envergure que ça a pris au niveau Internet. C'est aussi un bon exemple que on a été beaucoup contactés par des gens qui ne pouvaient pas être physiquement ce soir ici, qui auraient voulu intervenir ou écouter. Donc il y a de toute évidence un vrai besoin. Messieurs, la prochaine fois, on essaiera de dire madame et messieurs quand même, la prochaine fois. C'est aussi quelque chose sur lequel on doit progresser, je pense, collectivement. Mais en tout cas, je voulais vous remercier, vous dire combien vos interventions ont été intéressantes, qu'il y a encore énormément de choses à discuter, beaucoup de sujets encore à aborder. Et je demanderai à la salle de renouveler la salve d'applaudissements que vous méritez.